Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée, comme je l'avais prévu, à un film d'animation du studio Gainax. Je vous ai dit qu'on changeait pas de studio et on va partir dans un classique des années 80. Alors, un classique, mais comme la plupart en fait des films d'animation des années 80, et ça évidemment il y a des raisons historiques de par la fin de la chute de l'âge d'or, la chute de l'âge d'or à la fin des années 80, la transition gentille vers l'animation japonaise des années 90 qui est très particulière, hein, comme vous le savez certainement. Eh bien, il y a énormément de films d'animation de la fin des années 80 qui vont être extrêmement critiqués, voire complètement limite jetés à la poubelle à l'époque, complètement dénigrés et qui plus tard retrouveront une certaine reconnaissance et un certain succès. Alors, ce film-là, je dirais que fait partie de cette liste de films qui vont être complètement bâchés à l'époque, mais qui va pas vraiment retrouver comme ses copains de l'époque, un statut exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est que des statuts de merde à l'époque, qui vont devenir des statuts exceptionnels par la suite. On a par exemple Mon voisin Totoro et Akira en 88. Ces deux films-là, par exemple, ont un statut complètement éclaté à l'époque où ils sortent. On a déjà parlé sur Totoro. Et pourtant, aujourd'hui, bah, c'est des films, ce sont des légendes. Et Le Tombeau des Lucioles, même chose, hein, pour d'autres raisons, hein, aussi en 88, hein, 3 films en 88. Il y a beaucoup de films comme ça, qui vont être complètement remis complètement en avant, bien après. Et là, on va parler d'un film de 87, précisément du 4 mars 87, Les ailes données à Mise. Alors, Les ailes données à Mise, ou alors Royal Space Force, est un film d'animation qui est donc dirigé par le studio Gainax et par Hiroyuki Yamaga. Alors, le succès va être tellement ridicule, et que surtout, Les ailes données à Mise est connu pour être l'un des films d'animation qui a coûté le plus d'argent à produire. On parle de plus de 350 millions de yens à la production. Et en tout, avec la publicité, le marketing qui a été fait autour et le projet qui a été mis derrière, on en est à plus de 800 millions de yens. Ce qui est énorme pour un film d'animation japonais, hein, on va pas se mentir. Et vu son échec monumental à l'époque, notre ami Hiroyuki Yamaga ne va pas vraiment faire grand-chose après. Il va avoir du mal à se relancer. Yamaga était connu pour notamment avoir fait Daikon 3 et Daikon 4 en 1981 et en 1983 respectivement. Il faudra attendre 2001 pour qu'il soit à la tête d'un nouveau projet après Les ailes données mises en 87. Et c'est Ma Aromatique. Ça, c'est un animé de 2001 et qui est franchement pas très connu, hein. Je vais pas vous mentir, je ne le connaissais pas, je sais même pas si je le prononce bien. Mais quoi qu'il en soit, ensuite, Yamaga, il n'y a pas grand chose à dire. Mis à part une petite mention pour de Zero Century Project. Pour ceux qui ne le sauraient pas, de Zero Century Project est un projet de 3 films d'animation, un axé sur Albator, un axé sur Emeraldas et le troisième sur Maetel. Pardon, j'ai inversé, c'est Emeraldas, puis Albator, puis Maetel. 3 protagonistes extrêmement importants de l'univers de Leiji Matsumoto. De par des manques de fonds et également de par la disparition tragique de Matsumoto il y a maintenant, ouais, ça doit faire, oh, ça fait un moment déjà, c'était début de cette année, si je dis pas de bêtises, donc au mois de février, je crois, il est décédé, donc ça fait quand même assez longtemps, quelques mois, un peu moins d'un an. Et bah, le projet s'est un peu arrêté et à vrai dire, il y a que très peu d'espoir pour qu'il reprenne. Pour vous faire une ordre d'idée, en fait, finalement, le premier film Emeraldas aurait dû sortir en 2020. Donc avec le Covid, on peut comprendre qu'il y a du décalage, mais aujourd'hui, on est en 2023, et le deuxième film, qui était axé sur Albator, était censé sortir cette année, et le troisième était censé sortir sur Maetel en 2026. En l'occurrence, le premier des trois n'est même pas encore sorti, et c'est un projet qui, à vrai dire, moi, m'emballait beaucoup, parce que le Legiverse, j'aime bien. Et du coup, ça n'a jamais été mené. Donc je vous parle de ça parce que c'est Hiroyuki Yamaga qui était du coup censé être à la tête de ce projet. Donc Hiroyuki Yamaga, bon, il y a Daikon au début, 3 et 4. Puis il y a Les ailes d'Onamis qui va plomber sa carrière. Un tentative de retour en 2001 qui n'est pas franchement un grand succès. Et un projet dont on lui confie la tâche qui ne va pas à bout pour des raisons financières encore une fois. Ce qui nous montre que Hiroyuki Yamaga, pour moi, a quand même un talent assez important. Mais qu'est-ce qui sait pas gérer? Je pense que c'est plus un problème de logistique et de gestion financière. Parce que quand tu crées un film en 87 qui va te coûter plus de 350 millions d'yens à la production, même si, ok, c'est un film de 2 heures,
Le Château dans le ciel, qui sort un an avant, va avoir quasiment 100 fois moins de budget. Non, peut-être pas 100 fois quand même, mais ouais, en vrai, pas loin, hein. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Alors, quand je dis 100 fois moins de budget, c'est sur la totalité. Donc, sur les 800 millions qui ont été investis sur les ailes d'Onamise, on est sur à peu près 8 à, entre, non, un peu plus de 8 millions, peut-être 9-10 millions pour le Château dans le ciel. Du coup, et quand tu vois que le Château dans le ciel, aujourd'hui, est l'un des plus grands films d'animation japonais des années 80, considéré comme tel, bah, ça fait un peu réfléchir, en fait, sur la gestion d'Hiroyuki Yamaga, et peut-être plus en général, la gestion du studio Gainax aussi, qui était peut-être pas formidable. D'ailleurs, le studio Gainax va être plongé dans une merde financière pas possible après ce film, par son manque de succès et l'argent investi qui était colossal pour l'époque. Et même pour aujourd'hui, plus de 350 millions pour la production et 800 millions en tout, c'est énorme. Et je pense pas que ça... Je crois pas qu'on ait des chiffres équivalents. Je crois que Les Ailes d'Onyamiz restent le film d'animation le plus coûteux de l'histoire du Japon aujourd'hui. Ça laisse à réfléchir à mon sens quand même. Alors, le film parle de quoi? Alors, on est dans le royaume fictif pardon, d'Onéamise. Alors, on n'est pas du tout dans le monde réel, on fait des petits clins d'œil à évidemment l'espèce humaine, donc l'humanité, mais c'est une humanité alternative dans un présent alternatif. Difficile exactement de situer dans quelle époque on est, vu qu'on est dans une humanité et une terre complètement alternative. On peut pas vraiment savoir à quelle époque on est, mais on peut tout de même estimer qu'on essaye de se placer dans une temporalité qui est assez proche de celle où le film sort, donc dans la fin des années 80. À peu près. Après, je pense que dire que le film se passe dans les années 80, c'est faux, parce que voilà, c'est une humanité alternative. Donc on a le royaume d'Onéamis, qui à une certaine époque, on raconte de 30 ans avant le film, que Onéamis avait financé des projets pour créer des fusées et du coup aller dans l'espace. Ils avaient créé la Royal Space Force pour justement être les premiers à conquérir les étoiles. Mais échec sur échec, le projet n'a plus grande crédibilité et il n'y a qu'à voir le comportement en fait des dirigeants du projet et également des soldats qui sont là, qu'on ne traite même plus comme des soldats, on ne sait même pas si c'est des militaires ou pas. Ils sont un peu critiqués par la population, par évidemment les opposants politiques du gouvernement royaliste. Euh, beaucoup de gens passent leur temps à saboter leur projet. Donc on voit que c'est tourné en ridicule. On parle aussi d'écrits qui ont été faits à propos de dire que l'État gouverne et gaspille notre argent. Au lieu de construire des ponts, ils construisent des fusées pour l'envoyer dans l'espace. On voit vraiment que le projet spatial, en fait, a plus grande intérêt dans l'opinion publique et du coup que les mecs qui font partie de ce projet-là sont complètement tournés en ridicule, que ce soit les dirigeants ou les simples soldats. Et notre ami Shiro, donc le personnage principal du récit, lui, il va s'engager, un peu à l'étonnement et à la surprise générale de tous ses copains, dans le projet d'être le premier homme à aller dans l'espace. Et du coup, après 30 ans d'échecs, on se dit, là, ça va marcher. Bon, pourquoi pas. Mais évidemment, Shiro ne s'est pas motivé tout seul. Sa motivation vient auprès d'un personnage dont je vais essayer pour la première fois de ma vie de prononcer ce putain de nom. Riquin. Je crois que c'est Riquin, avec R-U-2-Q-I-N. Je suis pas sûr. On va dire qu'elle s'appelle comme ça, mais je suis pas convaincu de son nom, hein. Il a été dit qu'une seule fois, et j'avoue que quand je l'ai entendu pour la première fois, vu que je l'ai écouté en VOSTFR, les sous-titres c'était marqué Riquin, et moi j'ai entendu un truc un peu similaire dans les voix japonaises, donc je me suis dit, ok, on va dire Riquid. Pas extrêmement convaincu de ce nom, mais peu importe. Donc ce personnage qui a l'air d'être un peu la seule personne sur cette planète à avoir un lien quelconque avec une sorte de divinité, un sens religieux à la vie, et on voit justement que la société prend beaucoup de part au plaisir du corps, au plaisir du jeu. On le voit notamment dans les décors en fait dans lesquels les personnages évoluent, notamment quand Shiro et ses amis se baladent dans la ville, dans les quartiers de nuit. On voit clairement que l'humanité, elle est plus trop axée sur l'aspect spirituel et spatial. Elle s'en fout un peu, elle est plutôt sur le plaisir. Mais on fait aussi des clins d'œil sur la fin de l'humanité, en mode l'épuisement des ressources, etc. C'est pas mentionné directement dans le récit, mais Requiem nous parle de l'humanité qui court à sa perte. Alors on sait pas vraiment si ça parle d'un sens formel, en sens fin de ressources, on est tous en train de mourir, peut-être un peu mettant en parallèle avec ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
Mais pas trop dans les années 80, enfin un petit peu quand même, mais moins qu'aujourd'hui. Euh, ou alors c'est plutôt dans la mort spirituelle en fait de l'espèce humaine qui s'éloigne en fait de la vérité en fait qui serait Dieu. Alors après Dieu, ça c'est un concept qui est toujours assez rigolo, j'ai envie de dire dans l'animation japonaise parce qu'on a tout quand on entend le mot Dieu, on a tendance à dire ah c'est Dieu dans le sens chrétien, le Dieu tout-puissant, hein, qui est le créateur. Vu que nous on est dans une Europe qui est donc catholique, protestant, voilà, enfin chrétien en tout cas voilà, c'est la religion majoritaire en Europe. On a tendance à voir Dieu comme une seule entité, vu le christianisme, c'est une religion monothéiste, je ne vous apprends rien. Évidemment, le sens de Dieu, de divinité, est pas tout à fait le même au Japon, où on entend plus esprit, ou alors pouvoir créateur, mais c'est pas une seule entité, c'est plein de petites entités, ouais, c'est polythéiste plutôt. Et on n'a pas c'est pas la même définition du sens du mot Dieu. D'ailleurs, Rikuin utilise le mot kami en japonais, ce qui se traduit par défaut dans notre langue, dans le mot Dieu, mais c'est pas Dieu dans le même sens. C'est pas le même mot. On le traduit mal, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas de la bonne interprétation. Donc, peu importe. Donc, c'est peut-être une mort spirituelle, en fait, des gens, simplement. Ou alors, la finitude des ressources. Ou alors, peut-être les deux. Donc, voilà. C'est ça. C'est le contexte. Et c'est ça, en fait, je pense que Shiro se laisse convaincre en fait par Equine parce que peut-être qu'aussi il est très amoureux d'elle euh, euh, et pour être le premier à aller dans les étoiles parce que ça a l'air de le faire rêver, etc. Parce que c'est les étoiles, l'espace, c'est un peu la maison de Dieu. Faut s'imaginer qu'on est un peu spatio-sceptique, on peut le dire, dans cette société et dans la société en général, pas que à Odéamis, mais dans l'ensemble des royaumes qui gouvernent la planète. On est sceptique à propos de ça et on se dit ça ne marchera pas, etc. En mode l'espace c'est rien, c'est du vide. Financer plutôt des armes pour faire la guerre ou alors des ponts pour les citoyens. Ou à manger ou je sais pas, ça dépend ce que réclament les gens. D'ailleurs pour revenir au côté on s'en fout en fait de la conquête spatiale, on note que tous ces vieux qui sont en train de construire la navette, on l'a fait au milieu d'une putain de décharge dans un premier temps. Après on sera déplacé dans un endroit plus sérieux. Mais cet endroit plus sérieux pour le lancement, il se situe juste à côté de la frontière avec l'ennemi. Ce qu'en fait montre qu'il y a une espèce de complot où Odeamis essaie de vendre, en fait, essaie de se débarrasser de son objet et de le donner aux mains de l'ennemi. Comme quoi ça pourrait être plus dangereux à l'ennemi que pour Odeamis. Comme quoi, en fait, justement, ce serait dangereux. Donc évidemment, ils sont dans un meilleur spot à la fin, mais c'est pas trop la bonne chose, parce qu'à la fin, ils se font attaquer militairement par les voisins. Parce qu'ils veulent récupérer la fusée. Mais il arrive à décoller à temps. On y revient tout de suite. Donc au début, voilà, ils sont vraiment en train de construire ça dans une décharge. Et je parlais tout à l'heure des anarchistes qui sont contre le gouvernement. Ils vont saboter le moteur, ce qui va tuer en fait le chef de projet. Après différentes choses, on voit que Shiro, il est pas très à l'aise dans le côté médiatique. Donc il se réfugie, il a envie de partir. Et finalement, après avoir été manqué de se faire buter par quelqu'un, par, par enfin, un mec déguisé en vieille femme, il décide de fuir et il se cache en fait simplement dans la nouvelle maison de Rikuin. Parce que Rikuin a été expulsé et s'est fait, la maison de sa tante où elle habitait s'est fait complètement exploser. Par Tectorite, l'agence immobilière, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, elle se retrouve dans cette maison et Shiro va la rejoindre. Shiro a l'air un peu pensif et il fait semblant de dormir. Et jusqu'au moment où là, il y a une scène qui m'a vraiment pas très plu, où Rikuin se met derrière un pour se déshabiller et probablement se préparer pour la nuit, et Shiro se lève et va aller la voir et tente en fait de l'agresser. Alors, alors pour moi, cette scène, il y a déjà plusieurs choses. Alors, finalement, ce qui me dérange le plus, c'est pas tellement ce qui se passe factuellement. C'est-à-dire qu'il y a une agression d'un mec sur une femme, comme ça, hein, voilà. Ça, c'est pas le plus dérangeant. C'est dérangeant, oui, mais c'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est un côté que c'est... Pourquoi?
vu comment Shiro était impeccable, très gentil, très avenant avec Riquid. Alors ok, Riquid est très religieuse, très protégée, et du coup, elle n'a pas envie de s'ouvrir sexuellement, et du coup, elle n'a pas envie mais même émotionnellement, pas forcément sexuellement, mais juste émotionnellement. Alors ça crée peut-être un peu de frustration côté Shiro, c'est peut-être pour ça qu'il décide de faire ça. Mais même, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas parce que Shiro, il n'a pas été construit comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le plus choquant, c'est vraiment pas le geste. Le geste est choquant, ok, mais le plus choquant, c'est le côté de pourquoi Shiro fait ça. Vu le comportement de Shiro, sa loyauté, sa façon d'être avec Riquid depuis le début, je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que j'ai pas été le seul en fait à pas comprendre ça. Évidemment que je comprends ce qui se passe, mais tu comprends pas pourquoi ça se passe en fait. Et du coup, il se fait assommer par Riquid qui se défend, et ça va pas plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah, le lendemain, Shiro et Riquid sont toujours dans la maison, et Riquid va s'excuser auprès de Shiro de l'avoir assommé. Et là, j'étais en mode, what the fuck? Alors, je veux bien que Riquid soit très pieuse et très croyante, et qu'effectivement, elle soit extrêmement tolérante à beaucoup de choses, mais à un moment, faut peut-être pas déconner, hein, quand même. Il y a peut-être des limites aussi. Donc ça montre la beauté, la pureté en fait de l'âme de Riquid. Ok, mais bon, à un moment, la Shiro, là, il est peut-être il est allé un petit peu loin quand même là. Bon, c'est pas allé jusqu'au plus loin, mais quand même, il y a. Moi, cette séquence, en fait, déjà d'une, c'est très bizarre de par les personnages qui sont. De deux, ça décrédibilise encore plus Riquid et son principe de religion. On a envie de lui dire, mais t'es complètement débile en fait. C'est ce que j'ai envie de lui dire. Et de trois, mais ça n'a aucun sens. Et que le 4, c'est franchement inutile. Pourquoi tu mets ça? Je- Alors là, à vrai dire, cette scène m'a vraiment pas plu. Et c'est pas suffisant pour dire que le film il est nul, hein, mais moi j'ai pas compris. Et moi j'ai pas aimé. Franchement, non, ça va pas. Et donc finalement, sans trop tarder, bah, Shiro se retrouve bientôt à devoir aller dans l'espace. Il se retrouve dans la fusée. Et on s'apprête presque à l'envoyer quand on se décide en fait d'annuler la mission parce que il y a justement les voisins ennemis qui sont en train d'envahir. Mais Shiro fait un gros discours et dit vous allez pas abandonner maintenant ce bande de lâches, et il va obtenir raison et on va l'envoyer dans l'espace. Le décollage se passe bien et c'est une réussite. Shiro est envoyé en orbite autour de la Terre. On ne sait pas s'il va revenir sur Terre. En vue des technologies qu'ils ont, ça paraît compliqué quand même qu'il puisse revenir sur Terre. Mais pourquoi pas? Mais ça montre la réussite spatiale. Pour la première fois, un humain arrive à sortir de l'espace. Mais c'est pas la première fois qu'on envoie un objet. Parce que justement, Shiro avait montré à Riquid une photo satellitaire de la Terre. Donc ce qui montre que on avait envoyé déjà des choses dans l'espace, mais pas un être vivant, ou un être humain en tout cas. Donc c'est le premier homme à y aller dans l'espace. Félicitations, c'est la réussite, et le film va pas aller tellement plus loin. Sauf que en fait non. Le film va aller un tout petit peu plus loin en faisant un espèce de flashback sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité, mais l'humanité telle qu'on la connaît. Ce qui montre que bah, Onéamise a été imaginé comme étant un royaume fictif, donc une terre fictive, mais en fait qui ressemble complètement à la nôtre, sur beaucoup de points. Donc l'évolution depuis les hommes de Néandertal jusqu'à la création de l'aviation et de l'aérospatiale. Donc avec toutes les inventions, enfin toutes les inventions, hein, évidemment pas toutes les faire non plus, mais grosso modo, un peu l'histoire de l'humanité. Un peu bizarre avec des dessins assez chelous. Et surtout à noter dans ce film, de manière générale, pas que dans cette séquence, une musique mais tellement psychédélique et bizarre. Tu me diras c'est bien de l'époque, mais bon, un peu étrange. Alors, ce film de 1987. Alors, en vue de pourquoi il a été complètement critiqué et défoncé à l'époque, et pourquoi il a eu du mal à s'extirper de ce massacre, on peut le comprendre. Alors, je dis pas que ça se justifie, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre parce qu'il y a quelques petites incohérences, notamment technologiques. Dire que tu as des trains vapeur et des trains limite magnétiques, et puis qu'à la fois tu as aussi des voitures qui sont très vieilles, mais en même temps ça va pas. Que t'as des voitures ultra récentes et très vieilles, il y a une disparité, l'architecture n'a aucun sens, il n'y a aucun style d'architecture. L'univers a l'air d'être dans 12 époques différentes, et ça c'est un petit peu problématique. Bon, voilà, un petit défaut. La scène avec Rick et Shiro que j'ai expliqué tout à l'heure qui va bien énerver, mais qui est, là encore, c'est qu'une séquence.
La fin qui est incompréhensible et qu'on ne voit pas pourquoi on répète l'histoire de l'humanité comme ça sert à quoi, je sais pas. Ça fait quand même plein de petits défauts qui sont pas super et qu'on peut comprendre pourquoi le film a été pas apprécié à l'époque. Ça manque de justesse et on a l'impression franchement que, ok, c'est pas un mauvais film, mais vu l'argent phénoménal qui a été investi, c'est normal en fait que l'animation soit belle pour l'époque, parce que vu l'argent qui a été investi, et surtout vu l'argent qui a été investi, moi je m'attendais quand même à un film de meilleure qualité. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'aurais analysé en 87. Aujourd'hui, maintenant avec le recul, bah le film pour moi ne me convainc pas. C'est une belle histoire, honnêtement, mais le personnage de Shiro est totalement effacé par la scène avec Requiem. Pour moi ça n'a aucun sens. Et que tu fais quasiment un reset du personnage qui le montre beaucoup plus déterminé, beaucoup plus prêt à aller limite au combat à la fin. Le personnage change peut-être trop, en fait, dans ce film. Donc, c'est pas un film qui m'a extrêmement convaincu, mais à vrai dire, c'est quand même une belle ode à la découverte, à l'ouverture de la conquête spatiale. Déjà à l'époque, mais peut-être même encore aujourd'hui, qui peut, vu que ça se relate aussi à, à des questions d'actualité comme la fin de l'humanité, dans un sens social ou économique ou environnemental, c'est pas clair le propos de Rick Quinn, dans quel sens ça va. Il y avait peut-être en fait moyen de faire un meilleur film en creusant plus la question, en disant qu'en fait ça aurait été peut-être limite un dernier espoir de sauvetage de l'humanité que d'aller dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Donc on serait vraiment dans un monde en ruine. En l'occurrence, on n'est pas dans cette configuration-là. En fait, la ruine du monde donné à mise, elle est presque invisible. En fait, on la voit pas. Donc il y avait peut-être moyen de faire mieux en creusant plus cette question et d'en allant en fait dans un truc limite, dans un monde à la Akira ou à la Ghost in the Shell, vraiment très sombre. Alors ça aurait pas du tout été la même ambiance, mais moi je trouve que ça a plus de sens quand tu veux montrer une tentative d'extirpation de la Terre. Il faut vraiment que tu montres que c'est nécessaire. Et Rick Quinn est le seul personnage à montrer que ça pourrait être nécessaire, que l'humanité se meure, ce qui convainc Shiro à y aller, hein, justement. Mais pourquoi et en quoi, et c'est la finitude sociale, économique, écologique, on ne sait pas, c'est pas clair, c'est pas expliqué, et ça, je trouve que c'est dommage, parce que tu vas pas au fond de la question. Et c'est pour ça que ce film ne m'a pas convaincu à 100%. Donc, pour résumer, c'est un film que je recommande quand même. Allez, soyons fous, mais je vous préviens, c'est peut-être le seul film très critiqué des années 80 qui le mérite franchement. Parce que quand on a défoncé Akira à l'époque, ça c'était complètement injustifié. Les gens, je suis désolé, se sont trompés à l'époque. Et Mon voisin Totoro également. Même si ce sont des films où on peut toujours trouver un petit défaut, ils sont quand même très très bien. Alors que là, Les Ailes données à mise, il y a quand même des vrais défauts qui, encore 36 ans plus tard, se ressentent. Et pour moi, c'est quand même problématique. Bon, bref, je vais pas je vais pas continuer la vidéo plus longtemps. Je vais m'arrêter là et on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve évidemment pour la suite d'Evangélion avec les épisodes 19, 20 et 21. Et puis dans 2 semaines, évidemment, un nouveau film d'animation qui sera le 20e. Ce sera le 20e dans 2 semaines, film d'animation contre train. Donc là, on est au 19, logique. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.